Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. L'être humain est un être de langage. Néanmoins, je ne sais plus qui a dit ça. En tout cas, il a dit que le langage avait été inventé pour déguiser notre pensée. Et j'aime assez bien cette phrase parce que j'ai tellement appris à décoder ce qui se dit, peut-être trop d'ailleurs, que j'entends évidemment nos dénégations, nos lapsus, et ils sont tellement révélateurs. En revanche, il y a un langage qui ne trompe pas, c'est le langage du corps. Si vous observez bien vos gestes, la position des épaules, la manière d'utiliser les mains de la personne avec qui vous échangez, eh bien vous aurez des indices beaucoup plus justes sur ce que vous dit votre interlocuteur. Eh bien c'est de ça dont on va parler avec Catherine Emlé-Périssol, et je vous propose de mieux comprendre ce langage des corps, mais aussi de comprendre pourquoi nos peaux, elles, ne se trompent jamais. Vous avez sans doute expérimenté ce langage, eh bien je vous invite à venir témoigner, et puis peut-être aussi à poser vos questions. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Catherine Emlé-Périssol. Bonjour Brigitte. Alors vous travaillez, vous êtes médecin, homéopathe, psychothérapeute, vous avez beaucoup écrit sur les émotions, oui. et le corps traduit extrêmement bien toutes nos émotions. Le corps, c'est le premier porte-parole de tout un processus, une expérience émotionnelle. Et l'émotion, c'est de la sensation. Il y a un auteur qui a dit que le langage, c'est du corps mis en parole. Donc, c'est joli aussi. Ouais. C'est joli. Et c'est du corps qui a pris la parole. Et effectivement, nous ne pouvons nous exprimer avec toute une intelligence, une sémantique, etc. Mais ce que nous exprimons est issu originellement de l'expérience corporelle et donc de l'expérience sensorielle. À la fois ce que nous percevons du monde environnant, mais ce que nous éprouvons de notre monde intérieur, à partir duquel nous réagissons, nous agissons, nous tâtonnons pour trouver notre équilibre, éprouvons des désirs. Et donc c'est extrêmement précieux, comme tu le dis, de révéler, de se révéler à soi-même ce que notre corps nous dit de nous, qui quelquefois peut être bien décalé de ce que nous imaginons que nous devrions éprouver, sentir, agir, etc. Et donc le corps, par définition, dit quelque chose de vrai de nous, autrement dit, ne nous ment pas. Absolument. Alors je ne sais plus quel est le pourcentage, mais je crois que c'est plus de 60% de choses qui vont du corps au cerveau, et finalement le corps nous indique, est beaucoup plus bavard, si je puis dire, en cellules et en information que le reste. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a même un avantage au corps, à l'expérience corporelle, qui ne cesse de nous donner des informations et de donner des informations au cerveau, qui lui va en faire un usage plus ou moins justement calé par rapport à ce que la société ou nos apprentissages nous disent d'être et de faire. Mais le corps, lui, en nous donnant ce message, a toujours vocation à maintenir notre existence à l'œuvre. Et donc c'est l'obsession du tissu vivant. C'est toujours une histoire de demeurer vivant, demeurer en relation avec notre environnement et agir de telle sorte que nous sommes le plus et le mieux en relation possible avec notre environnement. Ce juste équilibre finalement que le corps sans cesse nous rappelle. Nous rappelle, bien sûr. Ça. Alors pourquoi moi évidemment je suis très en relation avec mon corps, ça c'est quelque chose que j'entends, que je comprends et que je sais, mais c'est quand même pas la majorité des gens. Pourquoi il y a tellement de gens qui sont toujours dans des pensées, qui sont toujours en train de nier ce que leur corps leur envoie. Ça vient de quoi? Ça vient de... Et il y a ce moment assez clé quand même pour un enfant qui lui est en rapport direct avec son corps, qu'il le sache ou le sache pas, c'est même pas le sujet. Il est son corps. Mais il y a un moment clé qui se situe entre 6 et 8 ans, qu'on appelle l'âge de raison, où il nous est demandé de commencer à prendre justement de la distance avec la sensorialité au profit d'être capable de raisonner.
Et donc, tout se joue dans le maintien d'un équilibre entre une information initiale, originelle, vivante, vibrante, et la capacité de tenir un peu à distance ces informations au profit de la raison. Et malheureusement, non pas d'être capable de raisonner sur le corps, mais d'être capable d'être raisonnable. Donc c'est tout cet enjeu-là entre raisonnement, être raisonnable, mais en même temps raisonner au sens vibratoire du terme, qui est singulière à chacun. Et pour un certain nombre, il y a effectivement un voile mis sur la sensorialité au profit d'une injonction. Oui, oui. Hein, et cette injonction, on voit bien qu'elle est à la fois naturelle, parce que le cerveau sait très bien faire ça, et en même temps, elle vient plutôt nous perturber et générer même beaucoup de stress. Le stress nous signifiant que si nous nous rapprochions un peu plus du corps, peut-être que nous serions moins stressés, alors que dès que nous quittons cette information sensorielle et que nous faisons comme si elle n'avait pas de valeur, eh bien, nous voilà dans les affres de discussions intérieures sans fin que les gens racontent comme étant mais je voudrais arrêter mon cerveau, quoi, ce qui est une très très mauvaise idée, mais quand même je peux faire ça, mais je peux faire ça, mais je devrais faire ci. Donc on bascule dans un état de ce que nous devrions faire ou ce que nous devrions être, ou ce que l'autre devrait faire et où l'autre devrait être. Et là, il y a effectivement cet état de mal-être. Oui, et donc une déconnexion avec soi-même, en quelque sorte. Oui. Et voilà. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est peut-être surtout de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est que finalement, quand on est face à quelqu'un, il nous parle, hein, bien sûr, mais il y a d'autres informations, et il y a plus d'informations, semble-t-il, qui passent par le corps que par la parole. Donc, c'est peut-être... absolument. Et pourtant, on ne l'imagine pas. Et pourtant, on n'en a pas conscience. C'est là, mais on ne s'arrête pas, voire on ne se fie pas à des informations qui pourtant viennent nous alerter, quelquefois. Alors, on peut l'entendre à travers des mots de type « je le sens pas, je le sens bien, je me sens pas bien avec telle personne, etc. » sans trop oser s'y fier et sans trop s'arrêter, se dire « mais qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce que je perçois ? Qu'est-ce que je reçois ? Qu'est-ce que j'éprouve ? Qui me fait dire une chose de cette nature-là ?» Parce que dans le langage courant, on n'est même pas étonné des affinités vers lesquelles nous allons, parce que nous sentons bien la personne, ou au contraire des gens que nous évitons, quitte à mentir comme un arracheur de dents, de fréquenter parce que nous ne le sentons pas. Et donc on est bien dans la sensorialité. Oui, justement, vous utilisez le terme sentir, donc ça passe par la vue, l'odorat, les oreilles, par tous nos sens. Absolument. C'est ça. On est vraiment dans le mot sens est très polysémique. Hein, c'est un sens au sens raisonné, mais c'est un sens au sens éprouvé, voire directif. Où est-ce que ça nous amène ? Et oui, effectivement, le fait d'utiliser, c'est à peu près dans toutes les langues, il y a ce terme-là, dit quelque chose de l'odorat, du toucher, qui est extrêmement, on va en parler, parce que le toucher est un sens absolument premier. Le toucher touchant, je suis touché, je touche, comment je suis touché parce que je touche, etc. Et puis évidemment la vue. Et d'ailleurs, on n'est pas tous égaux par rapport au toucher. Il y a des personnes qui ne supportent absolument pas d'être touchées, même frôlées par un étranger, et d'autres qui s'en foutent. Enfin, on sait que... Et ce que je voulais juste dire, et puis après on va évidemment donner la parole aux auditeurs, ce que je voulais juste dire, c'est que quand on vit comme moi par exemple, beaucoup avec les animaux, on voit à quel point d'abord les animaux parlent avec leur corps et comment ils sont capables de comprendre par nos gestes, nos mouvements, ce qu'on dit. Donc ça montre bien qu'on n'est pas loin d'eux, quoi, finalement. On n'est pas loin d'eux. Et j'ai le souvenir d'une situation dans laquelle j'étais en colère. J'avais un chat, je me suis mise à caresser mon chat dans l'espoir d'y trouver une sorte d'apaisement, sauf que lui, il a absolument pas supporté ma colère, et donc il m'a mordu, ce qu'il ne faisait absolument jamais, ce qui m'a donné à constater que il aime pas quand je suis en colère et que je le caresse, il a aucune envie de sentir ce que moi j'éprouve, et donc il me l'a bien donné à sentir, à éprouver.
ce qui était très inhabituel, mais l'information était claire. C'est débarrasse-toi de ta colère, tu reviendras après. Je ne suis pas ton souffre-douleur. C'est ça. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez bien sûr réagir, nous dire ce que vous en pensez, 0826 300 300, et Catherine Emlé-Périssol va pouvoir décoder votre langage corporel. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants ici, des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Catherine Emlé-Périssol, médecin, psychothérapeute et autrice de Ma Bible des émotions. C'est aux éditions Le Duc. On retrouve Xavier qui va nous parler avec son corps. Enfin, à la radio, il va quand même falloir utiliser des mots, Xavier. Hein. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Catherine. Bonjour. Enchantée. Je suis contente d'avoir la possibilité de passer à l'antenne. Je suis danseuse professionnelle, prof de danse, et donc j'ai été danseuse pendant 20 ans, et après prof de danse. Et le corps, moi c'est toute ma vie. Bien sûr, et en plus la danse, c'est un art, donc classique, oui, se servir de son corps en tant qu'artiste, c'est d'autant plus fort, oui. Voilà. Donc moi je l'ai vécu à plusieurs reprises, parce qu'évidemment en danse, on est obligé à peu près de s'écouter, surtout pour aller au-delà des possibilités, et surtout aussi pour la récupération. Donc, si on s'écoute pas, malheureusement, c'est des chutes, c'est des accidents, et c'est des trucs qui sont très graves. Alors, j'en ai quand même eu. Faut pas. Quand on est professionnel, on va toujours un peu au-delà. Mais après, on s'écoute. Quand moi, je les ai eu assez tôt, les accidents, j'ai eu 2 greffes osseuses, 2 fractures, et en fait, après, ces gros, ces terribles accidents. On réfléchit à 10 fois, à 1000 fois avant de reprendre, et voilà, on fait pas n'importe quoi. Vraiment, moi, ça m'a vraiment permis. Vous avez une idée de la raison de ces deux graves accidents, Alors, il y a une petite pas malformation, mais une formation de mes pieds qui n'était pas faite pour faire autant de danse sur pointe. J'avais le deuxième métatarse qui était plus long que mon deuxième doigt de pied était plus long que mon pouce, le doigt de pied. Du coup, quand on était sur pointe, il était beaucoup plus sollicité. Mais ça arrive toujours à des périodes de baisse de forme, ou en tout cas de problèmes qu'on a. Oui, non, c'était vraiment c'était à 18 ans, et je quittais le foyer, j'étais toute seule. Voilà, il y avait quand même des trucs où moi j'étais 4 enfants, je me retrouve toute seule dans un appartement à devoir gérer tout. Je pense que c'était peut-être trop pour moi, donc voilà, retour à la maison, et ce qui a été que bénéfique pour ma carrière, de toute façon, parce que au début je pensais que c'était la fin, parce qu'on voulait me mettre un peu sur une voie de garage, et puis prof de danse, et puis basta. Et en fait j'ai été un peu plus courageuse que ça, et je me suis un peu battue à continuer à pouvoir continuer ma carrière, en fait, même la commencer, puisque c'était vraiment le début. Et j'ai réussi vraiment très très bien jusqu'à mes 32 ans. Donc intermittente jusqu'à mes 32 ans. Après, c'est moi qui ai décidé d'arrêter. J'avais déjà mon diplôme pour être professeur, mais je voulais pas forcément faire ça tout de suite. J'avais encore d'autres expériences à faire, et je voulais aussi faire une vie de famille. Alors, on va revenir un peu plus sur le sujet, si vous voulez bien, Xavier. Oui. Alors, comme vous êtes très en accord, j'imagine, quand même, avec votre corps, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps quand, par exemple, vous êtes face à quelqu'un qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Il y a plein de mimiques. On a un sourire qui est différent, on a des yeux qui pétillent. Les Japonais ont une façon très précise de parler avec le corps, parce que tout le visage exprime toutes les émotions. Nous aussi, hein. Et d'ailleurs, c'est un point, c'est quand même un point commun à tous les humains sur Terre. On a tous les mêmes on a tous la même manière d'exprimer une émotion corporelle par le corps. C'est un langage commun à l'ensemble de l'espèce humaine. Après, il est interrogé culturellement, et donc il y a des points de vue différents sur ce qui est exprimé, mais il y a des tas de mimiques qui sont irrépressibles en fonction des situations. C'est-à-dire que sur un plan très neurologique, ça ne passe pas du tout par des voies
cognitives, des voies culturelles. Ça passe vraiment en direct d'une information qui est saisie par les sens à une manifestation qui peut être une manifestation d'ouverture, ou au contraire une manifestation de défense, un corps qui recule, la bouche qui se crispe, peu importe. En tout cas, il y a ce langage commun et qui est décodé extrêmement tôt, puisque on sait que les nourrissons, enfin les nouveau-nés, d'emblée saisissent quelque chose de ces informations, pas forcément parentales, de l'environnement, et donc s'adaptent à ces informations, et on pense de plus en plus qu'il y a un codage inné de relations qui fait partie d'un mode de survie, c'est-à-dire que le fait de percevoir certaines mimiques invite le nouveau-né à adapter son comportement à la personne en fonction des mimiques qu'il est amené à percevoir. Et par exemple, quand on est excité, il paraît qu'il y a la pupille qui se dilate, et à tel point que c'était, je ne sais plus à quel siècle, les femmes avaient l'habitude de de se mettre... À Venise, 17e et 18e siècle, elles se mettaient une goutte de belladone, ce qui fait qu'elles voyaient quasiment rien, c'était tout flou, mais elles avaient les yeux avec une pupille dilatée. Et les hommes, du coup, le ressentaient. C'était un langage comme un appel invisible. Et j'ai un fils qui est atteint d'un TDAH et qui est beaucoup plus sujet à, en fait, tout bébé, même, je sais pas, il était tout petit, vraiment 2 ans, et il pleurait s'il voyait quelqu'un qui fronçait les sourcils. Il faisait comme une peur. Voilà, il faisait par rapport au visage. Et froncer les sourcils, c'est un signe de colère ou d'agressivité. Donc c'était pas, enfin, je veux dire, ça n'avait rien d'anormal. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était plus sujet. Je veux dire, peut-être avec son. Peut-être qu'il y avait déjà eu une expérience négative plus jeune. Peut-être que, enfin, je ne sais pas. Et lui non plus, sans doute d'ailleurs. C'est ça. Il n'aime pas les gens qui crient, il n'aime pas les gens qui... il regarde les détails, que d'autres enfants vont peut-être pas regarder le détail, mais lui il regarde les détails, et il me dit souvent, pourquoi tu fonces? Parce qu'il y a du soleil et ça me fait mal aux yeux. Il me fait, on dirait que t'es pas contente. Je dis, des fois ça peut être comme ça, mais là c'était le soleil. Il y a vraiment un décodage immédiat pour saisir l'information selon laquelle la personne est ouverte, accueillante, disponible pour l'échange, ou au contraire fermée, et auquel cas il faut rester à une certaine distance. Donc c'est vraiment, et ça nous est très naturel, ça n'est pas culturel. Après, les cultures en ont fait des registres singuliers en fonction des lieux, des climats, etc. Mais il y a ce codage immédiat et qu'il est important de reconnaître comme faisant partie de notre part humaine, animale humaine. En tout cas, si vous avez des questions à poser, vous avez envie de mieux comprendre ce que peut signifier tel ou tel geste, telle ou telle position du corps, eh bien vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Merci beaucoup, Xavier. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Catherine Emlé-Périssol est là et nous allons décoder le langage du corps. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte. Bonjour Madame Périssol. Bonjour. Alors moi j'avais une petite question par rapport à justement ce décodage de notre corps général. Moi je suis vraiment attirée par un grain de peau, mais je ne sais pas l'expliquer, et par une odeur en fait, mais une odeur aussi corporelle. C'est
Mais Vous voulez dire que votre sens olfactif et votre sens du toucher sont très 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 aigus et très pointus, et que donc il y a des hommes qui ont une odeur qui vous attire de manière assez évidente, mais c'est sans doute parce que vous avez ce sens-là très développé. Tout à fait, Brigitte. C'est ça. Et voilà, c'est vraiment tout à fait ça. Donc, l'expliquer dans le détail, j'y parviens pas, je ne sais pas, mais ce corps-là va m'attirer évidemment par le toucher, et mon partenaire va ressentir aussi ça. Mais vous savez, Valérie, c'est une chance. Hein. Ça veut dire que c'est pas inhibé, c'est pas bloqué. Vous avez tant mieux. C'est plutôt, moi je trouve ça. Il y a d'autres choses de bloquer, Brigitte, sûrement, mais en tous les cas, c'est bien présent chez moi, et c'est vrai que par rapport à cette attirance de peau, de grains de peau, d'odeur. Quelle est la symbolique? Parfois on peut le traduire, parfois on peut. Je n'arrive pas à l'expliquer pour autant. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire, Catherine? Alors, la notion d'explication. Je sais, les êtres humains, ils adorent expliquer d'une façon ou d'une autre, mais difficile de trouver une explication, si ce n'est déjà d'observer quand vous ressentez une sensibilité particulière du fait du toucher ou du fait de l'odeur, c'est déjà d'aller explorer ce que ça mobilise chez vous en termes de gestes, en termes de toucher à votre tour, ou en termes de proximité, d'envie, de désir. Voilà, c'est déjà pas simplement se poser la question de mais pourquoi cette peau-là ou pourquoi cette odeur-là, mais plus parce que ça c'est assez inexplicable, j'ai envie de dire, sauf éventuellement à identifier des expériences antérieures mais qui sont pas toujours accessibles. En revanche, d'aller à l'écoute de qu'est-ce que ça mobilise chez moi, qu'est-ce que ça éveille. Ce qu'on peut donner comme explication, après chacun prendra ce qu'il prendra, ça peut être en effet, comme vous l'avez dit, une odeur qui rappelle l'odeur d'un proche quand vous étiez petite. Ça peut aussi être, et ça certains l'expliquent par la génétique, c'est-à-dire que ça peut être des hommes qui sont compatibles sur le plan génétique pour faire des enfants qui seraient des enfants particulièrement avec les bons chromosomes, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, Catherine. Ça peut être ça, et puis après ça peut être tout simplement aussi parce que une de vos premières expériences fortes, sensuelles, amoureuses vous a tellement marqué que vous recherchez ce genre d'odeur-là. Vous voyez, je vous donne 3 des explications, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Mais je pense effectivement que après l'échange, là tout de suite, il y a une certaine sécurité qui me vient en fait. D'accord. Et voilà. La sécurité, elle est très souvent fondée justement sur un certain type d'expérience très jeune, très tôt, et qui a vocation à nous mettre dans un état de sécurité. La sécurité, c'est vraiment le besoin le plus immédiat. Et donc, nous restons, et vous employez le mot, vous restez marqué par cette expérience, et que très naturellement, le corps répond et cherche à renouveler cette expérience sécurisante. Ouais, c'est comme s'il y avait un rappel, en fait, c'est ça. Ouais. Et la mémoire, elle est formidable. Et elle est formidable. C'est pas du tout une bibliothèque dans laquelle nous aurions gardé un certain nombre de souvenirs bien rangés. Non, la mémoire, c'est tout l'ensemble du corps. Nous sommes des corps mémoires. On parle de la mémoire de la peau, et c'est très juste. D'autant plus que la peau et le système nerveux viennent du même tissu au moment de la composition du futur bébé. Il y a 3 tissus qui se distinguent les uns des autres. L'un des tissus est celui qui va donner à la fois la peau
et à la fois l'ensemble du système nerveux. C'est dire si c'est proche, intime, et que le contact fait partie véritablement des premières expériences sensorielles qui nous marquent. Et est-ce que dans ce cas de figure, on peut évoquer aussi un effet miroir, en fait, hein. Un effet miroir, vous voulez dire entre vous et la personne, de comment ça résonne entre vous, une résonance vibratoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais d'ailleurs, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les hommes avec lesquels vous avez ce type d'expérience le sentent, et donc ça entre en résonance. Et nous sommes très naturellement en résonance les uns avec les autres, quel que soit le mode de traduction. Ça peut être une résonance comme des aimants qui s'éloignent, ou au contraire comme des aimants qui se rapprochent. Il y a une sorte de reconnaissance intuitive, instinctive, on y met le mot qu'on veut, hein. C'est ça, Valérie. Effectivement, Brigitte, il y a, comme le docteur l'évoquait, il y a vraiment chez mon partenaire là, il y a une attirance, gestuelle. Il a besoin de me toucher, j'ai besoin de le toucher, et ça, j'avais jamais rencontré j'avais jamais rencontré cette situation-là aussi forte, et j'ai même envie de dire qu'on n'a pas besoin d'évoquer quoi que ce soit ou de parler, puisque vous avez attention, hein, parce que vous dites vous n'avez pas besoin de vous parler, mais vos corps se parlent, et je pense que ce qui s'est produit, c'est qu'il y a dû y avoir immédiatement un sentiment de confiance réciproque. Ça. Et donc du coup, on y va sans peur, sans tabou, parce qu'on se sent en sécurité immédiate. Oui, pour autant, on a repoussé l'échéance, hein, pour se connaître, pour apprendre à se découvrir, mais il y avait une telle envie parce qu'on a exprimé aussi nos émotions, nos peurs, nos sentiments, mais le toucher est venu tout de suite, hein. Le toucher est venu tout de suite, ne serait-ce que toucher des doigts, toucher la peau. Oui, ça génère des sensations. Mais quoi qu'on en dise, me semble-t-il, Catherine, c'est le sens le plus fort, le toucher. Au fur et à mesure des études, des écoutes, etc., oui, il semble vraiment que, en plus du goût qui est en fonction de ce qu'on a en bouche, et de l'odorat qui est quand même relativement limité à l'environnement, le toucher est le premier sens qui marque justement ce sentiment de sécurité. Et qui est exploré, expérimenté extrêmement tôt, y compris dans la vie intra-utérine, hein. On voit que les enfants, les futurs enfants en tout cas, se touchent, jouent, et que très très tôt, le contact est considéré comme ce qui éveille la peau, donc le système vivant, le système nerveux. Donc c'est un sens extrêmement précieux. Et moi, je fais parfois dans les formations faire cette expérience du toucher touchant, c'est-à-dire se toucher soi, quand on a les yeux fermés, qui touche, qui est touché, quoi touche qui, comment, une espèce de confusion sensorielle où ce qui est touché est touchant, et ça peut être même très troublant. Donc le toucher, une information est transmise. Vous vous touchez du bout des doigts, incontestablement, vous vous transmettez des informations du bout des doigts, et donc chacun informe l'autre qui est informé. Et c'est très précieux. Je vais tenter de reproduire vos paroles pour justement, oui, avoir ce retour de toucher touchant, oui. Et d'ailleurs, on le sait, hein, quand on a les yeux fermés, on ressent beaucoup mieux le toucher, parce que justement, on a un sens la vue est un sens assez développé chez nous, hein, donc c'est pas mal aussi de temps en temps de fermer les yeux pour mieux ressentir. Yeux pour se laisser éprouver cette expérience du toucher touchant.
Merci Valérie, en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. Julien est avec nous et va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une après à Catherine Emblé-Parissol. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Eh bien justement, quel serait votre sens dominant dans votre sexualité ? En fait, je m'aperçois que j'ai encore beaucoup à développer le toucher, mais je dirais la vue. La vue, hein. Ouais. C'est bien un homme, hein, donc. C'est bien un homme. C'est vrai que vous avez la vue très très développée, alors que nous, c'est peut-être les oreilles. Hein. Enfin, je dis ça. Bon. Deuxième question. Est-ce que vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires ? Non, je dirais plus une dizaine. D'accord, donc plutôt près de 1 que de 100. Oui. Bon, c'est ce qui est déjà pas mal. Hein, la moyenne, et vous êtes largement dans la moyenne. Je privilégie la qualité c'est à bien, la quantité. C'est bien. Et dernière question, est-ce que vous pourriez me dire quelle est votre position sexuelle préférée ? Je dirais, j'aime beaucoup. Je sais la réponse que vous attendez. Parce mais que je souvent, n'ai rien dit. Je oui. sais que vous connaissez ma réponse, mais je dirais pas celle-là parce qu'on l'entend souvent. C'est vrai, surtout venant des hommes. Je ne vois absolument pas de quel animal vous parlez. Non, après, j'affectionne aussi beaucoup, que ce soit moi et ma partenaire, la cuillère, la petite cuillère. Les petites cuillères, d'accord. Voilà. D'accord. Mais la première réponse était la levrette. Oui, je pense que vous avez deviné. Quand on est très visuel, en général, ça va de soi. Hein, ça va de soi. Exactement. Mais je n'avais rien dit, hein, Julien. Vous pouvez poser une question à Catherine Emblé-Parissol. Oui, bonjour Catherine. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, j'ai ma partenaire qui a tendance à être, elle a une personnalité qui est plutôt, elle est plutôt, comment dire, elle a une certaine pudeur, et je voulais savoir comment on pouvait réconcilier le corps à l'esprit. La rendre moins pudique, en fait. Hein. Oui. Soyons clairs. Soyons clairs. C'est 10 livres sur le sujet, hein, parce que effectivement. Non, mais je plaisante. Il y a cette très belle, ce très beau verbe qui est le mot apprivoiser. Oui. C'est-à-dire de partir à la découverte. De se donner le temps, l'imaginaire, les gestes qui vont justement dans le sens de apprivoiser son corps par l'intermédiaire de toucher. Là, on est moins dans le visuel que dans le contact, qui est une façon de se découvrir par l'intermédiaire de votre toucher à vous et par l'intermédiaire de son toucher à elle. Et incontestablement, les yeux fermés, le fait de partir à la découverte de son propre corps, que ce soit dans la mobilité, mais que ce soit aussi dans la découverte au sens vraiment d'une exploration, hein. Simplement, avec évidemment beaucoup de respect et beaucoup de délicatesse, et en même temps quand je dis exploration, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'explorer ce que nous savons déjà, puisque ce que nous connaissons déjà, il n'y a pas d'exploration. Donc, stimuler la curiosité, en passant peut-être par des expériences qui sont non en rapport avec la sexualité, mais de développer le sens de curiosité et évidemment de l'impliquer petit à petit dans la connaissance de son propre corps et du corps de l'autre. Et peut-être qu'il faudrait comprendre d'où vient cette pudeur aussi, parce que ça dépend d'où elle vient pour pouvoir lever un peu la pudeur. Il vaut mieux comprendre déjà pourquoi elle s'est... Oui, la cause. Vous voyez ? Ouais, je comprends. Et ça, c'est elle qui peut peut-être déjà vous donner quelques pistes. Alors, d'accord.
Si Très souvent, si c'est à cause de mauvaises expériences, Voilà. d'éducation trop stricte, d'incompréhension de ce qu'est réellement la sexualité, enfin tout ça n'est pas tout à Alors, fait la même chose. très souvent, à ce type de questions d'exploration, très souvent, la réponse un peu automatique, c'est d'utiliser le terme de peur, parce que j'ai peur de, etc. Or, voilà, cette réponse-là est malheureusement souvent inhibante, au sens de, comme j'ai peur, je fais pas, sauf que c'est précisément en faisant que la peur disparaît. Donc, c'est important d'aller à la fois à l'écoute de y a-t-il eu des expériences suffisamment marquantes et traumatiques pour du coup favoriser cette pudeur. C'est un temps d'écoute et l'écoute est évidemment un véritable cadeau que l'on fait à soi et à l'autre. Et puis il y a aussi une invitation, en tout cas une ouverture à donner à ce sens d'exploration, ce sens de curiosité, ce sens d'apprivoiser, qui est une façon de partir ensemble à la découverte. D'accord. Voilà, Julien. Très bien. Merci beaucoup pour Je vous en prie. Merci à vous. On fait une petite pause et on se retrouve bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est toujours en compagnie de Catherine Emlé-Périssol, médecin, psychothérapeute, que nous évoquons le langage du corps. Bonjour Alain, merci de nous rejoindre. Bonjour Brigitte, bonjour Catherine. Bonjour Alain. Voilà, je n'ai pas vraiment de questions, c'est juste pour apporter un témoignage à votre émission. Merci. J'ai eu quatre enfants, 3 filles et un garçon. Mon fils était mon deuxième enfant d'un premier mariage. J'ai eu un mariage avec 2 enfants d'abord, une fille et un garçon, puis après 2 filles avec une autre femme. Et à la naissance de mon fils, c'était, je dis le mot épidermique, j'avais un mal fou à le toucher, à le prendre, à avoir un contact physique avec lui. Donc plus tard j'ai fait une thérapie, une analyse pendant 7 ans, 3 fois par semaine, et puis j'ai fait d'autres thérapies encore, et j'ai toujours pas trouvé de réponse vraiment le pourquoi du comment. Donc j'avais une mère qui en voulait tout le temps aux hommes, donc moi j'ai eu quand même beaucoup de mal d'être un petit garçon avec un sexe de garçon. Pour me construire, ça a été compliqué. Donc j'ai vraiment regardé la chose sous cet angle, en pensant que je rejetais le garçon que j'étais, mais j'ai pas vraiment trouvé de réponse. Voilà. Peut-être que tout simplement, quand votre maman vous a eu, elle vous a un peu rejeté et qu'il y a une sorte de mémoire totale. Alors c'est une hypothèse, je dis pas que c'est la réalité. Et quand cet enfant vient au monde, ça vous renvoie à votre mémoire archaïque de la naissance, par exemple. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ouais. Nous sommes tous extrêmement marqués par des expériences justement de sensorialité liées au contact mère-enfant et qui sont parmi les premiers souvenirs. Alors évidemment ce ne sont pas des souvenirs en conscience, mais ce sont des souvenirs que certains neurologues appellent des souvenirs interdits d'oublier, c'est-à-dire des souvenirs qui sont tellement intimes et qui mobilisent des mécanismes très profonds et qui ne sont pas faits pour être oubliés. Et quand ils surgissent, c'est votre étonnement à vous face à ce petit garçon, votre fils, le seul des 4 à être un garçon, dans ce que nous entendons. Oui. Et comment ça peut vous surprendre, probablement qu'une mémoire surgisse et qui du coup vous encombre, parce que comme si vous saviez plus quoi en faire, plus quoi faire de ce qui s'est inscrit en vous dans une sorte d'ambiguïté justement de contact. Oui. Parce qu'on n'imagine pas à quel point, quand on devient parent, l'enfant
qu'on a va nous réveiller des choses de notre propre enfance. On l'imagine pas à quel point. Alors après, les gens sont plus ou moins sensibles, plus ou moins. Ce que je trouve formidable, c'est que vous l'avez repéré avec beaucoup de lucidité. Et ça, c'est plutôt bien, parce que je pense que ça vous a permis de le dépasser mieux pour votre propre enfant. Alors je pense l'avoir dépassé et résolu pour moi, c'est-à-dire que j'accepte complètement maintenant. Alors j'ai 64 ans, il y a quand même eu de quoi faire. Je pense m'être maintenant complètement accepté en tant qu'homme. Par contre, avec mon fils a eu tout le temps une vie compliquée, tout le temps. Alors en plus, il y a eu des problèmes avec la maman, mais je vois bien le rapport que j'ai avec mes 3 filles. C'est vraiment un rapport paisible et joyeux, j'ai envie de dire. Et avec mon fils, j'ai toujours l'impression qu'on n'est pas du même monde. Toujours. Peut-être qu'il serait bien de lui parler. Pourquoi vous... Oui, j'ai essayé. Je me suis excusé aussi. Alors, je lui ai pas dit ce genre de choses parce que je me dis c'est trop violent de dire voilà, quand t'es né, je pouvais pas te toucher parce que ça me gênait. Alors, je le touchais quand même, bien sûr, mais c'était pas avec joie, quoi. Donc, j'ai jamais osé lui dire ce genre de choses parce que je trouve ça oui, mais trop violent. Ce qui est important, c'est que vous étiez heureux qu'il soit là. Vous l'avez accueilli. Ah oui, c'est même moi qui le désirais plus que ma femme à l'époque. Donc là, on voit bien que ça parle de quelque chose de chez vous d'inconscient, dont vous n'êtes pas, vous n'êtes coupable de rien. Je veux dire, vous voyez. Et peut-être que de lui dire, ça peut lever une sorte de non-dit, une sorte de secret. Enfin, je sais pas. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est comment lui dire ce genre de choses. Je me dis, c'est violent quand même. Alors, à entendre ça, quoi. Très souvent. Ce que nous qualifions de c'est violent pour l'autre parle plus de nous que l'autre. C'est ce que nous craignons de déclencher comme réaction, sauf que quand vous êtes, ce que vous nous donnez à entendre, c'est comme si on n'était pas du même monde. J'ai envie de dire, c'est pas forcément moins violent, donc... Peut-être que... je l'ai pas dit non plus. J'imagine. Mais malheureusement, il y a des non-dits qui sont dits, justement, avec ce que nous évoquons aujourd'hui, qui sont dits à travers des regards, des froncements de sourcils, des évitements, des gestes, des mimiques, etc., qui fait que lui a peut-être une information de non désirée, alors que paradoxalement, au contraire, vous étiez très désirant. Mais quelque chose s'est joué en vous, et que le lui donner à entendre, c'est une façon aussi de partager qu'un être vivant est un être qui par définition est complexe, est éprouvé par des mémoires qu'il ne contrôle absolument pas, et n'empêche qu'il en est éprouvé, et de pouvoir partager avec lui cet élément-là serait paradoxalement, par rapport à ce que vous craignez, une façon peut-être d'être plus proche en tant qu'être humain, plutôt que de vouloir absolument être un père idéal qui, malgré tout ça, et se comporte bien. Voilà, donc vraiment une invitation à entendre que partager son humanité dans la relation parent-enfant peut véritablement être très libérateur pour l'un comme pour l'autre, parce que je vois bien que c'est toujours d'actualité chez vous. Et donc, à 62 ans, oui, ça vaut le coup de lever le... Ouais, je me dis que peut-être que vous pourriez aussi poser ça en tout cas, réfléchissez-y, ça vaut peut-être le coup. Merci beaucoup, en tout cas, Alain, de votre confiance et de ce témoignage. On va faire une petite pause, on se retrouve tout de suite après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer le langage du corps. Catherine Aimier-Périssol, vous êtes médecin, psychothérapeute, vous avez évidemment beaucoup travaillé sur les émotions. Vous avez sorti ma Bible des émotions. C'est un grand livre où vous parlez beaucoup du corps et des émotions, puisque toutes nos émotions transpirent dans le corps, si je puis dire. C'était aux éditions Le Duc. Et on va continuer dans cette deuxième heure, évidemment, à parler de notre corps, de
de toutes les informations finalement qu'il nous transmet sur nous, mais également évidemment sur notre entourage. Jacob, bonjour. Bonjour votre invité, bonjour Brigitte. Voilà, donc oui, ça me parle bien tout ça, oui, parce que moi je suis quelqu'un d'assez tactile, un peu du sud, du coup, voilà. Et puis, je pensais à l'ouvrage de Didier Anzieux, Le Moi Peau, que j'ai lu, mais que j'ai pas, parce qu'il est assez dense, assez compliqué à lire. Donc, par rapport à des références freudiennes, le toucher, l'importance du toucher de l'enfant, il fait des références aussi à Winnicott. Donc ça, c'était pour la partie théorie sur le Moi Peau. Ça m'a beaucoup intéressé, ce livre, mais très difficile à lire par contre. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, à votre invité ou à vous. Oui, bien sûr. C'est un livre assez connu. Classique. Qu'est-ce qui vous a plu justement qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a intéressé dans ce livre? Mais par rapport au toucher, les références aussi à Winnicott et à par rapport à l'enfant, voilà, tout c'est super intéressant. Par contre, moi, je voulais enchaîner aussi avec mon histoire, une petite histoire qui m'est arrivée avec l'histoire du tout toucher, du contact, de la peau contre peau. Donc j'ai un ami que je connais depuis plus d'une vingtaine d'années qui a eu la brillante idée, entre guillemets, de venir dormir à côté de moi. Et puis moi je subis, donc voilà, et je me suis retrouvé collé à lui contre sa peau. Et ça a mis la clé de contact, ça a enclenché une relation qui n'existait pas auparavant. Le fait de le sentir collé à moi, alors celui qui est venu dormir avec moi en plus. Et c'est vrai que ça a créé le feu aux poudres. Ah oui, complètement. Oui, mais ça, enfin, tout le monde ne l'a peut-être pas expérimenté, mais on sait très bien qu'on peut avoir, par exemple, dans une amitié entre un homme et une femme, une très bonne amitié, il s'est jamais rien passé, et tout d'un coup, parce que il n'y a plus qu'une chambre d'hôtel ou je ne sais quoi, on se retrouve peau à peau, et là, il va se passer quelque chose, parce que je dis toujours qu'en amitié, il y a de toute façon quand même quelque chose qui nous attire en l'autre, qui n'est pas forcément évidemment physique, parce que l'amitié c'est a priori pas une attirance charnelle, mais à ce moment-là, les corps l'un contre l'autre, il y a quelque chose qui se passe, tout simplement. Donc le toucher, la peau, et moi j'ai envie de parler d'ondes, d'énergie, enfin de choses qui se dégagent de chacun d'entre nous. Moi je le ressens comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on n'a pas envie de les toucher, on a envie d'en s'en éloigner, puis d'autres, on est attirés comme des aimants. Alors ça, c'est inexplicable. Alors, bien sûr, nous avons tous tendance à vouloir l'expliquer avec des éléments connus, rationnels, etc. Mais là, on est plus proche d'un rapport que souvent on parle d'alchimie, l'alchimie de la peau, et qui contient justement quelque chose de mystérieux, mais de mystérieux pour nous cerveaux qui réfléchissent, mais pas du tout de mystérieux en termes de comment dirais-je, de manifestations très épidermiques, justement, c'est-à-dire la peau, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui contient des capteurs sensoriels extrêmement nombreux. Donc il y a toute une électricité qui traverse tous ces capteurs. Donc si on raisonne en termes de fonctionnement de la peau elle-même, tout ça est parfaitement normal de pouvoir éprouver ce contact peau à peau comme un aimant, ou au contraire comme un contre-aimant, et sous forme de répulsion, voire sous forme de dégoût. Oui. Donc, nous ne l'expliquons pas avec des éléments dont nous aurions une sorte de contrôle, parce qu'il n'y a pas d'événement particulier, etc. Mais si on se met à la hauteur, justement, du fonctionnement même de la peau, tout ça existe. Et tout ça sont même les manifestations premières de la vie, du désir. Et le désir passe par le contact. Et la façon dont nous nous sommes incarnés est quand même liée au fait d'une attirance entre un ovule et un spermatozoïde. Donc il y a bien quelque chose qui échappe évidemment à l'entendement, mais qui fonctionne de façon tout à fait magistrale pour ce qui concerne l'attirance, le contact,
une forme de proximité. Et ça m'amuse parce que là, je suis en train de... Ma main gauche touche la main droite, c'est-à-dire pour expliquer le phénomène, je vois bien que de façon très spontanée, quelque chose du contact est à l'œuvre, y compris dans mes explications. Et ça nous dépasse. Et c'est ça, je crois, qu'il est important aussi de reconnaître, comme peut-être un peu moins chercher de rationalité et un peu plus de se réjouir et de cette réalité très intime que, en d'autres mots, on appelle le désir, mais qui est un désir qui parfois nous dépasse. Oui. Parce qu'il je peux rajouter oui, je vous en prie, allez-y, Jacob. Quelque chose à mon témoignage de très important par rapport, vous parlez de maternant, etc. Pendant la maladie de ma maman, qui est décédée, j'ai développé un mélanome, j'ai développé un cancer de la peau. Donc là, il n'y a pas de... Mais quand même, pour moi, il y a quelque chose à comprendre, que j'ai un peu compris. Je travaille dessus. Mais c'est pas pour rien que ma peau a parlé dans ma détresse de cet accompagnement, de cette perte après. Bon, ça fait 10 ans, j'ai été opéré. Et la peau, ça va loin, quoi, l'histoire de la peau, quoi. Pour moi, le sujet me parle beaucoup aujourd'hui. C'est ça. C'est vrai que ça va loin dans un non-dit qui est en même temps criant. Tout à fait. On sait très bien que il y a eu malheureusement des expériences qui ont été faites. Les enfants qui sont, enfin les nourrissons qui n'ont pas été touchés ne survivent pas. Donc on voit bien que on est des êtres de peau. Et puis je crois que ce qu'il faut vraiment, et c'était un peu pour ça que j'avais envie de faire l'émission sur ce sujet aujourd'hui avec vous, Catherine Emlé-Périssol, il faut vraiment savoir que la plupart des informations que l'on a par rapport à la personne qui est en face de nous, elles ne sont pas rationnelles. Et pourtant, elles existent. Quand on rencontre quelqu'un, on a une première impression. Si on essaye de la formuler de manière très rationnelle, on a du mal. Pourquoi tout d'un coup, telle personne, on la trouve agréable, elle nous attire on va trouver quelques explications, mais immédiatement, il y a quelque chose qu'on ressent et qui n'est absolument pas rationnel. Et qui est bel et bien logé dans une partie, comment dirais-je, de notre cerveau qui est à la fois l'ensemble de notre corps, qui grâce à la peau, entre en résonance avec l'environnement, et dans sa réactivité est logé aussi dans une partie du cerveau qui n'est pas le cerveau le plus rationnel, puisque c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien, le cerveau de base, le cervelet, enfin des zones qui, autant on peut être privé d'une partie de son cerveau pensant, autant cette partie du cerveau, c'est vraiment là que se manifestent les premiers éléments de la vie, la façon dont la vie se perdure. Donc ça n'est pas sous notre contrôle, mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons en être informés pour peu que nous nous ouvrions et que nous ouvrions notre attention, notre esprit à ces manifestations très sensorielles. C'est pour ça que je rappelle que moi je préfère l'expression en pleine présence qu'en pleine conscience, parce que la pleine conscience fait trop penser au néocortex, alors que finalement c'est dans le corps qu'il faut être. C'est ça. Merci Jacob, merci beaucoup. On continue dans un instant avec vous bien sûr, 0826 300 300, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue à évoquer le langage du corps avec Catherine Emlé-Périssol qui est avec nous. Et puis vous, bien sûr, au 0826 300 300. Et c'est Christophe qui nous rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Catherine. Bonjour Christophe. Alors moi, je voulais parler que le corps y parle. Ouais. Et j'ai vécu un traumatisme, un accident il y a quelques années de ça, qui a réveillé des choses. C'est-à-dire qu'il a fallu que je passe par mon corps. C'est-à-dire j'étais à la plage et je me suis empalé sur un petit piquet en voulant
descendre une dune et ça a réveillé les traumatismes que j'avais subis quand j'étais tout enfant et tout petit. Et on appelait ça une amnésie traumatique. Alors depuis, j'ai travaillé dessus. Oui, bien sûr. Voilà. Le MDR est une des techniques qui m'a beaucoup aidé. Mais je voulais témoigner parce que c'était assez curieux pour moi de passer par un traumatisme dans mon corps physique pour que ça réveille toutes des émotions, des traumatismes que j'avais vécus quand j'avais 6 ans. Il a fallu ce rappel au corps pour que votre mémoire puisse remonter le fil de votre histoire. Exactement. Il a fallu, c'était au niveau de l'anus, il a fallu que j'ai vraiment mal à cet endroit-là pour que mon corps me rappelle qu'il s'était passé des choses quand j'étais beaucoup plus jeune. On a bien compris de quoi il s'agit, malheureusement. Voilà. Je suis assez tactile comme personne, j'aime le contact. Tout à l'heure, j'écoutais de vos invités qui parlaient de la vue. Pour moi, c'est, j'allais dire, le contact physique. Et depuis tout le temps, depuis tout le temps, je m'écoute et j'écoute mon corps. Et avoir mal quelque part, parce qu'on a tous un mal quelque part avec le poids des ans qui arrive, je me dis c'est pas du hasard. Faire attention à ça, les articulations, voilà. Vous savez, Christophe, je crois que ce qu'il faut dire, puisque vous en parlez, c'est pas obligé d'avoir toujours mal quelque part parce qu'on vieillit. Ce qu'il faut, c'est entretenir le corps comme on entretient son cerveau. Et il est certain que si on ne bouge plus, on ne garde pas une certaine souplesse, oui, le corps, à un moment donné, il nous lâche un peu. Oui. C'était de cet ordre-là. C'est-à-dire que, par exemple, une petite douleur au genou, moi je sais que j'ai eu ça il n'y a pas longtemps, et c'était le rapport à me mettre à genoux devant une autorité, c'était compliqué pour moi. Voilà, j'ai fait ces liens-là. C'est très juste, oui. C'est des liens pour moi, voilà. Et je me dis, la peau, c'est l'organe le plus important du corps humain. C'est le plus grand. Et pour moi, c'est les émotions. Voilà. J'ai l'impression que les émotions que je peux ressentir se manifestent à travers ma peau. Mais il y a des manifestations corporelles pour chaque émotion. On va pas faire la liste parce que c'est long, mais quand vous avez une émotion très forte, votre corps le dit. C'est parce qu'on a tendance à pas assez écouter notre corps, mais notre corps nous le dit. Tout à fait. Je partage ça et je trouve votre émission très intéressante, très riche parce que c'est vraiment ce que je peux ressentir, j'allais dire, au quotidien. Ce qui est très révélateur aussi dans votre témoignage, Christophe, c'est la façon dont notre façon d'être en interaction avec l'environnement. Là, ce que vous racontez à travers descendez une dune et à un moment donné il se passe ce qui se passe, c'est comme si c'est l'intégralité du corps qui finalement tend naturellement à aller vers des moyens d'autoréparation. Et le corps est un organe qui, comme tous les organes, tend à s'auto-réparer. Et c'est quelque chose auquel nous accordons en général peu de foi, peu de crédit, malheureusement, alors que c'est un mécanisme qui est extrêmement précieux, naturel, et que nous avons tous. Donc, le fait de pouvoir observer et entrer en rapport avec son corps comme étant un organe, un espace naturel, très bien fait, qui s'auto-répare, qui nous informe et qu'il vaut mieux effectivement entretenir parce qu'il est très précieux, donne à la vie une saveur et un goût, j'ai envie de dire, bien meilleur, bien plus riche, empreint de confiance et de curiosité. Sans justement être dans c'est pas normal si je ressens ça, je devrais ressentir autre chose, ou ça je vais l'éviter parce que c'est trop ceci, pas assez cela, etc. C'est-à-dire dans des habitudes de contrôle vis-à-vis du corps, comme si on était toujours à l'époque de Descartes qui nous raconte que c'est une machine, alors que par définition nous sommes vivants du fait d'avoir un corps vivant et qui sait nous orienter toujours du côté de la vie.
Et notre corps, naturellement, instinctivement, en principe, va dans le bon sens. C'est parce qu'on l'inhibe, on le contrôle trop qu'à un moment donné, ça déraille. Et moi, j'aime bien souvent dire qu'au moindre bruit qu'on entend suspect dans sa voiture ou sa moto, on va aller vite chez le garagiste, mais on laisse parfois notre corps faire quand même beaucoup de bruit et avant de se rendre compte qu'il faut peut-être aller voir le médecin. Hein. En tout cas, votre corps vous a... Oui, c'est votre corps qui... Faites-lui confiance, parce que ce que vous racontez, c'est assez chouette quand même. Mais j'ai appris ça. C'est vrai, effectivement, notre corps est un véhicule, il faut en prendre soin, et il nous dit quand ça va et quand ça va pas. Voilà, j'ai vraiment appris ça. Et comme une invitation à exercer justement cette attention vis-à-vis du corps, non pas comme oh là là, il se passe quelque chose, ça veut dire que je suis malade, etc. Non, mais c'est tiens, je suis informé de quelque chose qui est important à découvrir. Et c'est le fait d'entraîner cette gymnastique, si je puis dire, attentionnelle, va justement dans le sens d'un respect de soi. Exactement. Faire attention à ce que l'on peut ressentir, parce que ça nous indique des choses. Moi, je le vois comme ça. Oui, et puis faire attention au carburant qu'on lui donne, faire attention au fait qu'il a besoin de se reposer. Par exemple, je veux dire, le soir avant de s'endormir, je trouve qu'il faut réellement lui laisser le temps de laisser de côté tous les mauvaises pensées, et pour qu'il puisse vraiment profiter de la nuit pour se réparer. Mais bon, c'est des choses dont on parle souvent aussi, notamment avec Michel Odoul, hein, l'importance du corps. Mais merci de ce témoignage, Christophe, parce que on voit là aussi comment le corps a parlé, si je puis dire. Merci beaucoup. On fait une petite pause. Je vous propose, comme l'offre conseil, de retourner aux sources. Vous en saurez plus dans un instant. On va tester également un jouet intime, et puis on continue évidemment à vous donner la parole au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Catherine Emlé-Périssol, je parle souvent de faire un petit bilan de sa relation pour voir si tout va bien, s'il y a encore des projets, s'il n'y a pas trop de rancœur, de non-dits, etc. Eh bien, je trouve que le retour aux sources peut être un bon moyen de faire refonctionner la relation, parce que ce qui a marché au début, ce qui a bien fonctionné, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien à nouveau. Ça peut redonner un souffle à son histoire. Et donc, je vous propose de vous souvenir de vos premières fois, la première fois où vous avez passé une soirée ensemble, l'endroit où vous vous êtes rencontrés, le premier baiser, la première fois où vous avez fait l'amour. Enfin bref, n'hésitez pas justement à communiquer, non pas avec des mots qui n'ont pas de sens, mais à communiquer vos sensations. Et vous verrez, si vous arrivez à parler ensemble de vos premières fois, vous découvrirez peut-être des peurs dont vous n'aviez pas parlé à l'époque, des joies, etc. Et puis peut-être que ça va redonner justement un second souffle à votre histoire. C'est une très belle initiative, je trouve, que de se raconter, et surtout que ce que nous avons gardé de ce passé peut être redécouvert à neuf. Comme il y a ce livre, se souvenir des belles choses, et effectivement se souvenir des belles choses, mais se souvenir aussi à un moment donné, ça vaut vraiment la peine d'ajouter un peu d'honnêteté sur des expériences au cours desquelles nous n'avons pas osé dire ou osé faire, et que ça se mélange inévitablement à nos souvenirs. Et moi, j'aime bien le mot source. Source qui réinvite à goûter ce que nous avons conservé et ce qui est à évoquer, à re-raconter
Et ce qui sera certainement très drôle aussi, c'est que vous n'aurez pas forcément les mêmes souvenirs, vous aurez les mêmes ressentis. Il y aura certainement et ça va reprovoquer une vraie communication de sens et qui donnera du sens justement à votre histoire. Pour peu qu'il y ait écoute mutuelle, ce qui est quand même le but. Et de découvrir que ce qui a été conservé par l'un n'est pas forcément ce qui a été conservé par l'autre. Exactement. Dans sa forme, dans sa tonalité, dans sa coloration émotionnelle. Absolument. Voilà, donc c'était le Love Conseil du jour. Et maintenant, c'est le jouet intime du jour. Bonjour Pauline. Bonjour Brigitte, bonjour Catherine. Alors donc vous avez reçu ce plug anal vibrant cristal propre de la marque Calexotix qu'on trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors un plug, on commence à savoir, c'est un jouet spécial pour l'anus avec donc un rebond de manière à ce que ça ne rentre pas dans le rectum. Il faut rappeler de temps en temps, c'est bien que je le rappelle, on ne met pas n'importe quoi dans son anus parce que sinon on risque d'aller aux urgences. Là, on peut le mettre. En plus, il est très beau puisqu'il a une sorte de diamant qui va donc donner une manière de voir les fesses un peu différemment. Qu'est-ce que vous en pensez, Pauline ? Eh bien, écoutez, moi j'en suis très très satisfaite. Très bien. Je l'ai testé aussi bien toute seule qu'avec mon compagnon. Et c'est vrai que c'est un jouet qui est vraiment surprenant, qui est très doux déjà, qui est tout petit, il reste, il est grand comme la paume de la main. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'énorme. Il est assez petit, oui. Et du coup, c'est vrai que c'est assez, assez bien si on crée un petit peu, si on n'a jamais encore osé jouer avec cette partie-là de notre corps. Par exemple, oui. Alors, il est vibrant également. Je précise qu'on peut d'ailleurs le mettre dans le vagin. C'est pas parce que c'est un plug qu'on peut pas le mettre dans le vagin. Là, autant l'inverse n'est pas valable, mais dans ce sens-là, c'est toujours possible. Et ça peut être intéressant aussi de le mettre dans le vagin, puisqu'il a une vibration assez forte d'ailleurs, je trouve. Alors, les vibrations sont assez fortes. Il y a plusieurs intensités. Il y a plusieurs, comment on peut dire, des motifs. Il y a des modulations. Il y a des modes où ça va être une vibration uniforme et d'autres où ça va être progressivement plus fort, puis s'arrêter et recommencer. C'est vrai que c'est très très stimulant. Absolument. Donc je vois que vous l'avez beaucoup apprécié. Votre compagnon l'a utilisé aussi ou bien c'est le vôtre ? C'est le mien. Ceci dit, on l'a utilisé à deux, c'est-à-dire que. Oui, j'ai bien compris. Après lui, il se l'est pas mis du tout. C'est pas son délire du tout. Mais après, il a su jouer avec sur moi. D'accord. Et vous lui donnez quelle note ? Un bon 8 sur 10 quand même. 8 sur 10 pour ce plug anal vibrant cristal probe de la marque Calexotix que l'on trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et bien merci Pauline, en tout cas, merci de l'avoir testé pour nous. Là aussi, c'est important de rappeler que le corps, on en parle aujourd'hui, mais la sexualité, c'est pas uniquement les organes génitaux. Et tant qu'à faire, aussi, essayons de faire parler tout le corps quand on est dans la sexualité. C'est pour ça que je pense que c'était vraiment important de parler du contact, de la peau et la façon dont c'est le corps entier qui peut être considéré comme une zone érogène au sens évidemment très singulier où les personnes sont sensibles différemment selon les lieux de la peau. Mais ce que nous évoquions, je pense que nous évoquons depuis le début de l'émission, c'est à quel point la peau est porteuse de sensorialité, d'excitation, de plaisir, ou au contraire d'évitement, et donc de partir en exploration de la façon dont le corps est aussi tout un ensemble de zones à découvrir, excitables, et qui peut vraiment donner des sensations fortes, participe pleinement de la sexualité,
À condition de le sentir, si je puis dire, de l'intérieur, et non pas d'être dans la vision extérieure de ce qu'on va donner à l'autre. Enfin, c'est ça. C'est toute la difficulté parfois des femmes qui sont pas bien dans leur corps et qui du coup ont du mal avec la sexualité. C'est ça, et qui du coup sont dans cette ambivalence vis-à-vis de leur propre corps, faute d'être justement attentionnées à cette expérience intime. Sans avoir ni à s'excuser, ni au contraire à chercher quelque chose de particulier, parce que ce qui est très intéressant justement avec cette sensorialité, c'est qu'elle nous surprend la plupart du temps, et cet effet de surprise participe pleinement du fait que ce n'est pas sous contrôle. Si ça ne nous surprend plus, c'est que nous sommes déjà dans une expérience plus contrôlée. Alors que se laisser découvrir et se laisser étonner par la sensorialité de son propre corps est une façon de être plus en contact avec ce qui peut surgir comme information. Et non pas dans le contrôle, évidemment. Non pas dans le contrôle. Élise est avec nous maintenant. Bonjour Élise. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Catherine. Bonjour Élise. Alors, j'ai pas pu écouter le début de l'émission parce que je travaillais. C'est pas grave, Élise. Allez-y, dites de quoi, racontez-nous ce que vous avez envie. Alors moi, je suis quelqu'un d'extrêmement tactile. Alors, mon métier étant dans l'enseignement, quand j'avais des classes maternelles, je me rendais compte que moi, ça ne me dérangeait pas du tout que les petits viennent vers moi, me fassent des câlins, des bisous. Enfin, c'était très, très papouille, comme je dis. Donc, c'était super chouette. Alors maintenant, je suis avec des très grands et en situation un petit peu particulière. Donc, on a un autre rapport professionnel et avec les élèves, quoi. Mais moi qui suis seule, eh bien, je me rends compte à quel point c'est difficile de vivre sans ce contact tactile. C'est-à-dire que vous aimeriez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une relation, hein, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un vrai manque. Hein. Je pourrais presque même parler de souffrance de par ce manque. Il faut aller à la rencontre de quelqu'un maintenant. Il faut oui. Il faut vous donner les moyens de votre bonheur, Élise. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Là, j'ai repris une thérapie avec un psychologue, et parce que justement, je me questionne sur le pourquoi. Je fais de la danse, je sors, je participe à quelques soirées, je suis quelqu'un de très ouvert, très dynamique. Hein, donc vous rencontrez des hommes ? Oui, dans votre vie. Oui, c'est plus des gens que je croise, parce qu'il y a aussi la question de quand on a moi j'ai 58 ans, et c'est vrai que c'est plus difficile de rencontrer des gens qui sont seuls et disponibles dans leur tête également. Voilà. Oui, c'est vrai que quand on a 18 ans, on rencontre plus de célibataires que quand on a 58 ans. Mais enfin bon, en même temps, il n'y a pas de raison. Vous êtes peut-être un peu fermé à la rencontre. C'est comme s'il fallait que ça soit évident. Mais vous savez, moi je dis souvent que les belles rencontres, on les fait pas tous les jours. Et en attendant de faire la belle rencontre, il faut faire des rencontres. Oui. Et oui, j'avoue que parce que plus on attend la belle rencontre, plus on ferme finalement quelque chose en soi, je trouve. En fait, j'en fais le constat. C'est que pendant toutes les années de procédure de divorce, il m'était fortement déconseillé de rencontrer quelqu'un pour des raisons liées au divorce.
Et ça a duré presque 7 ans. Et là, je suis maintenant d'avoir perdu un peu quelque chose pendant toute cette période. Vous étiez sous surveillance avec un détective pendant votre divorce, c'est ça? Non, mais dans ce que j'ai vécu, il se serait saisi. Malheureusement, le droit fait qu'aujourd'hui, on peut encore divorcer pour faute, pour adultère, tant qu'on n'est pas divorcé. Oui, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais néanmoins, on peut essayer de rencontrer un amant ou deux de temps en temps, discrètement. Enfin, c'est ce que j'ai fait. L'interdiction qu'on vous a donnée, elle a peut-être été un petit peu négative pour vous. Ah oui, c'est possible. En tout cas, ça a créé quelque chose de... Parce que j'ai rencontré quelques personnes, hein. Je ne dis pas que je suis restée avec une vie de nonne, hein. Mais ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a bloqué, enfin qui bloque chez moi et voilà. Et pour autant, moi je suis très tactile. Alors en plus derrière tout ça, 2020 il y a eu le Covid, on ne se fait plus la bise. Alors ça revient un petit peu là. Je joue avec les collègues, c'est tout, c'est pas grand chose, hein, mais ne serait-ce que se faire la bise ou l'accolade avec les collègues, c'est déjà un petit bonheur. Alors, c'est sûr que le courant culturel actuel ne va pas vraiment dans le registre de cette simplicité de contact. Mais est-ce que, puisque vous avez démarré votre propos sur l'importance du contact, du corps, des bisous, etc., est-ce que vous vous accordez à vous-même justement des moments comme ça de contact, de plaisir, indépendamment de la sexualité avec un homme, que ce soit du plaisir pour vous-même, que ce soit au travers de contacts, de massages, etc. Est-ce que vous vous donnez cette possibilité d'éveiller justement votre corps? Ouais, je trouve ça un peu difficile justement de trouver. Je suis dans une nouvelle région, j'arrive pas forcément à retrouver des personnes en qui j'ai confiance, y compris pour les massages. J'avais quelqu'un avec qui ça se passait très bien dans mon ancienne région. Mais déjà l'autostimulation peut être importante et intéressante. Hein. Est-ce que vous vous masturbez par exemple? Allez, osons. Oui. Oui, mais bon, c'est quand même, c'est un pis-aller si je puis dire. Mais puis alors, ce qui s'est produit, si vous me permettez d'aller sur le terrain que vous ouvrez, en fait, c'est vrai qu'à 58 ans, j'ai eu vraiment une ménopause qui s'est faite en douceur. J'ai eu aucun symptôme, aucun souci. Tout s'est fait vraiment. Je pense que je ferais des envieuses. Hein, je n'ose même pas en parler. J'ai aucun problème. Et pour autant, alors il y en a un qui m'est tombé dessus et je me dis c'est presque que je le vis comme une punition en fait. En fait, l'été dernier, brutalement, je n'ai plus aucune lubrification. Et donc même pour ce qui est de la masturbation, c'est difficile aujourd'hui. Et je me dis, c'est parce que ça fait un certain temps que je n'ai plus rien, plus de vie vraiment régulièrement intime avec quelqu'un. Et alors, j'ai un peu vécu mal. Non, d'abord, vous utilisez des lubrifiants autant qu'il faut. Il y en a maintenant suffisamment pour que vous trouviez celui que vous aimez bien et continuer à utiliser votre vagin. Et ce qui est possible, c'est qu'en effet, la ménopause parfois peut provoquer une sécheresse vaginale. Donc là, il faut en parler avec votre médecin ou votre gynécologue et voir si vous prenez un traitement local ou oral. Mais ne restez pas dans cet état-là, parce que ça va ne faire qu'empirer votre peur de retrouver quelqu'un. Parce qu'il y a une peur. Il y a une peur. C'est la réalité, oui. Oui, j'en suis consciente et. Si vous en êtes consciente, il faut travailler. Et écoutez la part de vous qui désire justement ce contact, ce toucher, et vous en parlez. C'est pas forcément avec les enfants en bas âge, c'est un côté bisounours, mais ce que vous évoquez beaucoup plus profond et beaucoup plus désirant. Et donc d'écouter cette part désirante en vous qui existe et pour vous accorder des moyens comme un lubrifiant qui va être adapté et qui peut vraiment changer beaucoup
dans le rapport à vous-même, dans le fait d'éprouver à nouveau des sensations de plaisir. Donc Et puis, continuez le soir, avant de vous endormir, cette visualisation de rencontrer quelqu'un. Moi, je crois beaucoup à ça, quand on est comme ça un peu bloqué, qu'il y a eu, j'ai entendu ce divorce difficile, c'est sans doute la peur de souffrir à nouveau. Donc, visualisez quelqu'un qui serait chouette, avec qui vous pourriez vivre des choses, et puis continuez à vous caresser avec des lubrifiants, et puis faites ce qu'il faut pour retrouver votre joie de vivre. La visualisation. Allez-y. Pardon. Je voulais juste me permettre de rajouter une petite phrase que je me répète en ce moment, qui est un peu le contraire de ce qu'on entend. C'est, je me répète, mieux vaut être bien accompagné que d'être seul. Et je prends le contre-pied d'un adage qui... Alors, ce serait mieux vaut être mal accompagné que d'être seul. Ce serait ça, le contraire de l'adage. Oui, mais je me dis, il vaut mieux être bien accompagné que d'être seul comme je suis actuellement. Vous avez raison, il vaut mieux visualiser avec cette phrase-là. Je suis 100% d'accord avec vous. Il y a vraiment à entendre combien la capacité imaginative que nous avons est malheureusement très sous-employée. Et donc la visualisation, c'est faire bon usage de cette capacité à imaginer, à mettre en image, à se faire un film qui petit à petit devient une sorte de boussole intérieure qui exprime finalement un désir tout à fait juste, tout à fait sain d'une belle rencontre. Absolument. Une belle rencontre, c'est celle qui vous convient, c'est pas une belle rencontre en soi. Merci Élise, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant pour conclure déjà. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Catherine Emlé-Périssol est avec nous. Nous avons parlé du langage du corps. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de ce livre, ma Bible des émotions aux éditions Le Duc. Alors, vous avez beaucoup parlé de la peau, Catherine Emlé-Périssol. Alors, c'est normal, on a Jérôme qui a des problèmes de peau. Bonjour, Jérôme. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Catherine. Bonjour. Ça me fait très plaisir de passer à l'antenne. J'ai découvert Sud Radio il y a quelques années maintenant. Et voilà, j'ai jamais voulu, je sais pas, passer. C'est votre première fois. Ouais, voilà. Enchanté. Et voilà, c'est partagé. Et effectivement, le but de l'émission aujourd'hui m'intéressait. Parce que je rencontre depuis quelques années un problème de peau, mais uniquement sur les mains. Alors que, à ma connaissance, j'ai pas rencontré de problème de peau ailleurs. Et si vous voulez, j'ai consulté plusieurs dermatos. Au fur et à mesure des années, et qui finalement me disent non, ce n'est rien. Ils ont appelé ça le syndrome des étudiants, je crois. On voit des espèces de petites bulles d'eau sous la peau, si j'ai bien compris. Et c'est une sorte de stress finalement chez vous. Et puis ça disparaîtra un jour ou l'autre. Voilà. Bon, on peut questionner de manière un peu philosophique pour en savoir plus. Et effectivement, je faisais un travail qui était un peu plus stressant que celui que je fais maintenant. Et d'après eux, ils m'avaient expliqué que le jour où je changerais de métier, ça disparaîtrait. Voilà. Et ça ne disparaît pas, c'est ça ? Et ça ne disparaît pas, voilà. Alors c'est très cyclique, c'est rigolo. Ça vient 4, 5, 6 fois par an, grand maximum. Des fois il y en a plus pendant 3 mois. Et hop, il y a une petite poussée, ça repart aussi vite que c'est venu. Alors forcément, j'ai des petites crèmes qui vont bien, mais voilà. Alors ça me dérange pas plus que ça, mais je me dis qu'un jour ou l'autre, il va falloir que j'explique ça quand même. Et c'est rigolo parce que c'est uniquement sur le pouce et l'index. Alors je cherche, sans chercher finalement, mais quand j'écoutais tout à l'heure Sud Radio, je me dis, tiens, le but de l'émission, il m'intéresse là pour le coup, quoi. Et voilà. Alors quoi vous dire plus, je sais pas. Est-ce que c'est lié à... Il faut saisir, si je peux me permettre, il faut saisir quand même quelque chose qui parle de vous. Mais bon. Ouais. En gros, pour faire les deux mains, hein, c'est ça ? Ouais, les deux mains, on va dire que c'est vraiment symétrique, c'est rigolo. J'ai jamais rencontré ça pendant mes 15 ans d'armée, pour faire un lien professionnel, hein, je sais pas, puisque ça serait dû à du stress éventuellement.
Et en sortant de ces 15 ans d'armée, je rentre dans le milieu des assurances pour le ministère de la Défense. Et effectivement, je découvre un monde différent, avec une sorte de lucrativité qu'on n'a pas à l'armée, quoi. Et bon, effectivement, c'était plus stressant. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Moi, j'ai mis un petit peu ça sur ce dos-là. Mais pour le coup, là, ça fait maintenant, on va dire, 5 ans que j'ai quitté le milieu des assurances. Et que je suis retourné, on va dire, à mes premiers amours, parce qu'à l'armée c'était la transmission, et là je travaille pour SFR. Et pour le coup, ça n'a pas disparu. Donc je sais pas, c'est très étrange. J'ai pas le sentiment d'être quelqu'un de stressé de nature. Non, vous le semblez pas dans ce qu'on entend. Après, l'interprétation, c'est vous qui devez la trouver, hein, le sens que vous allez y mettre, et c'est en le trouvant peut-être le sens qu'en effet ça disparaîtra. Là, en l'occurrence, vous pouvez peut-être aller consulter quelqu'un qui fait du shiatsu, qui souvent travaille justement sur les maux du corps. Hein, mais peut-être aussi qu'il y a quelque chose à comprendre. Vous faisiez un métier au départ très physique, le corps bougeait beaucoup, et puis tout d'un coup le corps ne bouge moins, et ce geste de toucher entre son pouce et son index fait que quelque part on peut, il y a une sorte de, c'est l'interprétation que je vous donne comme ça, parce qu'il faut bien que je vous en donne une, sinon vous repartez bredouille. Mais voyez, ce geste là qu'on fait, qui peut peut-être être une sorte de vous manquez peut-être de mouvement, de votre corps a peut-être besoin de plus bouger, de plus, voilà. Moi je sais pas, hein, je vous donne ça comme interprétation. J'ai pas du tout dit que c'était ça. Hein. Je dis juste qu'il faut que je vous donne quelque chose, histoire de vous donner quelque chose. Je sais pas, Catherine. Il y a 2 éléments qui me viennent. C'est d'abord, si vous dites que c'est le pouce et l'index, donc c'est ce qu'on appelle en médecine la pince. Et donc la pince, je pince au sens de je tiens. Je tiens ce que j'ai en main, et c'est vraiment une manifestation dans le cerveau. C'est énorme, hein. La pince, c'est énorme comme représentation, tellement c'est indispensable pour interagir avec l'extérieur. Et donc c'est peut-être de regarder comment ce geste-là se trouve bloqué ou interrompu dans certaines circonstances. Et donc ça, c'est le 2e élément, c'est-à-dire à un moment donné de vous mettre devant une feuille et puis de noter quels sont les événements, les situations très précisément qui semblent être communes aux différentes manifestations. Ça survient tous les 3 mois, disons à peu près. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois un petit peu avant, ou quel est l'environnement qui est le vôtre, qui peut être à l'origine de cette manifestation? Puisque ce que vous décrivez, des petites bulles, etc., ça ressemble quand même beaucoup à des manifestations dites de stress. Mais vous savez, une fois que les médecins ont dit c'est du stress, ils ont tout dit et rien dit. Mais il y a bien quand même quelque chose qui se raconte de votre corps dans certaines situations sous la forme d'une petite éruption, d'une manifestation dite de stress qui se raconte, qui se dit comme fais attention, ou regarde ce que tu fais, ou tiens bon, ou quelque chose comme ça. Voilà ce qu'on peut vous dire, Jérôme, mais bon, vous allez trouver, hein, il me semble que vous êtes assez clair avec vous-même. On va vous remercier, Catherine Emlé-Périssol, de tous ces indications que vous nous avez données. C'était un plaisir partagé. Et demain, on sera avec Seymour Bruxelles, et on verra justement en quoi l'amour, au sens large, hein, il n'y a pas que l'amour passionnel, peut nous faire du bien. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.